Gérer sa matière faible, un guide complet, on est parti. J'ai sous-titré ce guide Comment devenir un monstre partout parce que l'idée ça va être que une fois que tu auras trouvé ta matière faible et que tu auras réussi à combler tes lacunes dans cette matière, tu vas identifier une seconde matière un peu moins faible. Une fois que la première matière faible sera plus du tout une matière faible mais une matière forte et que petit à petit en fait tu vas pouvoir prendre matière par matière et devenir bouillant dans toutes les matières. Donc déjà, tu peux être fier de toi parce que tu regardes du contenu éducatif qui va t'aider vraiment dans ta prépa, au lieu de regarder des shorts qui te grillent le cerveau comme à peu près tout le monde en classe de prépa. Faut pas croire que les gens en prépa sont en dehors du monde et qu'ils regardent pas des shorts. Non, tout le monde fait ça littéralement. Donc tu fais déjà partie des 1% des élèves les plus sérieux, les plus focus. Tu peux être fier de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va couvrir? Déjà, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir identifier ta matière faible. Ensuite, on va voir ce que tu dois faire une fois que tu l'as identifié et ce que tu dois faire si tu as plusieurs matières faibles. Avant de commencer, cette vidéo, elle ne s'adresse pas à des élèves qui ont déjà parfaitement peaufiné leur méthode de travail, mais vraiment à ceux qui galèrent. Donc en vrai, si tu as plus de 11-12 partout, s'il te plaît, crois pas que cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, je te conseille même de ne pas perdre de temps avec cette vidéo. Va voir autre chose. Il y a des vidéos sur ma chaîne qui sont faites pour les élèves qui réussissent mieux. Va les regarder au lieu de perdre ton temps pour regarder cette vidéo. Si c'est pas le cas, par contre, si tes méthodes sont un peu pourries, que tu les as pas vraiment définies et que tu te rends compte que tu as des grosses lacunes dans certaines matières, alors tu es carrément au bon endroit et cette vidéo est carrément faite pour toi. Maintenant, on va voir comment tu identifies ta matière faible. En gros, on va faire un petit exercice. Tu vas prendre ta moyenne de chaque matière et tu vas la multiplier par un coef qui est ici. Donc, tu vois, en première année et en deuxième année, ça change un petit peu. Et donc, je vais donner un exemple. Mettons que, je sais pas, moi, j'ai 10 en maths, j'ai 11 en anglais. J'ai, on va dire, 9 en allemand. J'ai, je sais pas moi, 8 en AGG. Et j'ai 6 en culture G. On va juste faire la moyenne à chaque fois. On va dire que je suis en première année. Donc là, ça fait fois 0,5, ça me fait 5. Ici, pour l'anglais, ça me fait 11 fois 0,6. Et je sais même pas la honte. Je sais même pas combien ça fait. Attends. De tête. 0,6 fois 11, ça fait 6,6, bien sûr, c'est logique, je suis trop con. 0,6 fois 9, ça va faire 5,4. 8 fois 0,8, ça va faire 6,4. Et 6 fois 0,9, ça va nous faire 5,4 comme ici. Et donc en fait, tu vois que c'est pas forcément ta matière la plus petite qui va être ta matière faible. Parce que là, entre toutes ces matières-là, c'est laquelle la matière faible? C'est les maths. Et ça peut paraître contre-intuitif parce qu'en vrai, 10 en maths, c'est pas trop mauvais comparé à la moyenne. Mais l'idée, c'est que si tu taffes à fond les maths et que tu passes ton 10 en un 17, bah tu progresseras beaucoup plus que si tu transformes ton 8 en géopo en 14. Alors qu'en vrai, là tu gagnes plus 7, là tu gagnes plus 6. Mais en vrai, la géopo c'est beaucoup plus irrégulier. Et, euh, et oui, en fait, au concours, tu peux avoir eu 14 toute l'année, et tu peux quand même te taper 10, quand les maths c'est beaucoup plus safe. Donc, tu fais ce petit exercice, mets pause à cette vidéo, le temps de faire tes petits calculs, et reviens une fois que tu as vu ta matière faible et que tu as vu laquelle c'était. Maintenant, une fois que tu as identifié ta matière faible, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais y aller matière par matière et te montrer d'abord si c'est les maths, ta matière faible, qu'est-ce que tu fais. D'abord, tu vas choisir par où tu commences. Tu as trois choix, proba, algèbre, analyse. C'est à toi de choisir. Et en vrai, je peux pas faire le choix pour toi parce que sûrement que tu vois, tu vas être plus à l'aise en proba qu'en algèbre, ou alors plus à l'aise en analyse qu'en proba, je sais pas. Ça va dépendre de toi. Je te conseille de prendre la partie dans laquelle tu es la plus à l'aise pour l'instant. Comme ça, juste, tu maxes ça et tu es sûr que prochain, je sais pas moi, pas prochain DS, mais le DS d'encore après, tu es sûr que sur cette partie-là, tu prends tous les points. Tous. Étape 2, tu vas blinder sur cette partie que tu travailles. Donc, mettons que tu as pris les probas. C'est complètement au pif, hein. Donc, quand tu es en cours déjà, la première étape, c'est d'être à 100%. Même si c'est pas forcément en cours sur les probas. Genre à tout moment, ton cours, c'est sur de l'analyse. Bah, tu vas être à fond sur l'analyse parce que l'analyse, tu vas pas la taffer après le cours.
Après le cours, tu vas taffer des probas. Donc, l'idée, c'est que tu n'as pas le droit de sortir tant que tu n'as pas tout compris de ce qui vient de se passer en cours. Si tu as des doutes, si tu te dis, bah ouais, là, je suis à peu près compris, mais je suis pas tout à fait sûr, ça veut dire que t'as pas compris, ça veut dire que tu vas voir le prof, tu vas voir quelqu'un de fort, tu lui demandes. Il n'y a pas de honte à ça. Les profs pardon, seront très contents que tu leur demandes. Et en vrai, c'est un game changer de malade. Parce que, en fait, si tu comprends tout en cours, t'as juste pas besoin de réviser du tout. Zéro. La seule révision que tu vas peut-être un peu faire, c'est qu'au début du prochain cours, quand tout le monde sera encore un peu en train de bavarder, tu prends 5 minutes pour relire ce que t'as fait. C'est tout. T'as rien besoin de faire d'autre. À part, donc, être à 100% en cours. Et le dimanche, tu vas prendre, je dirais, 3-4 heures pour refaire tes TD de la semaine, tes exos de TD de la semaine. Et encore 3-4 heures pour faire les TD précédents. Les TD précédents, que j'appelle précédents ici, c'est des TD de proba. Ok. Donc même si ton cours c'est sur de l'analyse, bah là tu fais les TD d'analyse de la semaine. Tu fais pas les devoirs, on s'en fout, en semaine bien sûr. Et là par contre tu taffes les précédents. Et pareil, chaque jour, donc à part le dimanche où ce sera plus, tu prends 2 heures et tu fais du TD de proba. De tes anciens TD donc. Histoire d'être sûr de tout comprendre. Si t'es complètement largué, reprends le cours à zéro. Mais en vrai, ça doit pas te prendre plus que 2 heures pour relire tout ton cours. Genre avant de faire le TD. Même, même en vrai, non, j'abuse. Même 1 heure. Ça doit pas te prendre plus qu'1 heure pour reprendre tout ton cours et après faire du TD. Donc l'idée, c'est de faire 2 heures par jour. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est mignon, mais moi, je vais pas faire que des maths dans ma prépa. Bah, en vrai, si. Si ta matière faible, c'est les maths, tu peux mettre tout le reste à la poubelle. Si t'as double 20 en maths, tu peux accrocher les decks. Tu vois. Bah, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Les decks, si t'as 20 au maths et deck, 20 au maths 2, bah, t'es quasiment sûr d'être prêt à les decks. Même si t'as 9 partout. Donc, tu bombardes les maths et tu fiches juste ta géopo pendant 1 heure. En gros, tu prends 1 heure pour ficher 2 heures de cours de géopo. C'est-à-dire que si tu as que 1 heure de cours, par exemple, tu vas prendre qu'une demi-heure pour le ficher. Si tu as eu 3 heures de cours, tu prends 1 heure et demie pour le ficher. Et tu ne fais rien d'autre. Littéralement. Pour l'instant, tu ne fais rien d'autre. Après, ça changera. Mais pour l'instant, vu que tu focuses à fond les maths, tu fais que ça. Étape 3, au bout de 2 mois, tu recommences avec une seconde, voire une troisième catégorie. Là, tu vas me dire que ouais, mais si je suis en deuxième année, attends, dans 6 mois, là, c'est les concours déjà, j'ai pas le temps. Bah, on s'en fout. Littéralement, tu vas faire que ça. Peut-être que pendant les vacances, tu vas en profiter, par exemple, pour faire des langues, pour te démerder pour faire un petit peu de littérature. Là, j'ai mis que tu fais qu'1 heure de géopo par jour. Tu peux aussi peut-être faire 1 heure de littérature ton dimanche après-midi, tu vois. Genre là, tu travailles 6-7 heures, mais en vrai, si tu te mets à taffer à 8 heures, ce qui est raisonnable en prépa, le dimanche, ça fait que 8 heures plus 6 heures, plus on va dire 2 heures pour manger, à 16 heures, t'as fini. Tu peux prendre 1 heure pour faire de la littérature, et dans ce cas-là, c'est bon. Du moment que tu trouves ton équilibre, en vrai, la littérature, t'as besoin de la taffer, mais t'as pas vraiment besoin de la taffer. T'as pas besoin d'avoir 10 000 refs de toute façon en deuxième année pour ton concours. En première année, t'as pas du tout besoin de la taffer. Genre, la seule raison pour laquelle t'as envie un peu de la réviser, c'est juste pour apprendre à ficher, mais sinon c'est tout. Et donc, bah en fait, t'as pas vraiment besoin de faire plus. Et pareil, en géopo, c'est très tentant d'essayer d'apprendre le cours et tout. En vrai, on s'en fout. Vu que tu mets ton focus sur les maths, l'idée c'est que le reste, bah peut-être que tu vas pas progresser dedans, mais peu importe. On s'en fiche. Genre, franchement, c'est pas la fin du monde. Certes, tu vas pas progresser en géopo, mais en vrai, tu travailles pas pour progresser. Donc c'est normal que tu progresses pas. Là où tu as envie d'attendre des résultats, par contre, c'est en maths. Et étape 4, tu as des bonnes notes ODS. Et une fois que tu as des bonnes notes ODS, bah les maths, c'est plus ta matière faible parce que tu refais notre petit calcul ici. Sauf que là, au lieu d'avoir un 10, tu as un putain de 18. Et donc, c'est plus ta matière faible parce que là, ça devient un 9. Ok. Donc, si c'est une langue maintenant, ta matière faible. Ce qui est, tu regarderas, assez commun en fait parce que c'est des coefs assez bas ici. Si c'est une langue, tu vas déjà définir 2 axes d'apprentissage qui n'ont rien à voir, la grammaire et le vocabulaire. Faut que tu vois là où tu pêches le plus. Va falloir que tu as fait les deux de toute façon, mais va falloir vraiment les séparer, tu vois. Tu travailles jamais les deux en même temps. Soit tu travailles la grammaire, soit tu travailles le vocabulaire.
Pour la grammaire, tu vas t'acheter un manuel de thème grammatical, et je vais te donner des exemples après. Et pour le vocabulaire, tu vas payer Anki. Anki, c'est une application de flashcard que tu dois sûrement connaître. Je te conseille vraiment de payer, très important, parce que moi j'avais pris Anki App, qui était la version gratuite, et c'était de la merde. Plusieurs fois, il m'a supprimé mes decks, et bah, j'avais trop le seum, parce que bon, le concours était dans 2 semaines, donc c'était pas très cool, quoi. Et donc tu vas rentrer des listes de vocabulaire dessus, et après tu vas bourriner. Je peux te donner un plan à peu près réaliste. Pour chaque trou que tu as, ou au moins 1 heure et demie par semaine, tu vas rentrer du vocabulaire. Première étape. Ensuite, tu vas apprendre 1 heure chaque soir avant de dormir de la langue en question. Si c'est 2 langues qui sont des matières faibles, dans ce cas-là, faut pas que tu fasses les deux en même temps. Tu fais d'abord la première, puis la deuxième. Peu importe avec laquelle tu commences, je te conseille de commencer avec ta LVA parce que bah, les coefs sont plus importants et surtout que c'est l'anglais quoi. L'anglais, genre même après la prépa, c'est quand même très utile de savoir bien parler anglais. Et dans toutes les écoles de commerce, ils te font des tests pour vérifier si ton niveau d'anglais il est assez bon. Donc, tu apprends 1 heure de vocabulaire chaque soir avant de dormir. Et tu fais 2-3 heures de thème grammatical par week-end, le dimanche après-midi par exemple. Là, dans ce cas-là, bah en fait, vu que t'as pas besoin d'autant bourriner sur les maths, t'as plus de temps le soir pour avant de te coucher, tu fais du Anki, c'est du travail très peu demandant et ouais, franchement, ça se fait tout seul, c'est comme un jeu quoi. Et en gros là, le dimanche, bah tu vas quand même avoir besoin de refaire tes TD de la semaine en maths pour bien les assimiler, mais en fait, tu vas avoir ton après-midi qui va être beaucoup plus libre. Donc tu peux prendre 2 heures, 3 heures de thème grammatical et 1 heure pour ficher pardon, la culture générale. Et tu remarqueras qu'en fait là, si c'est une langue, t'as pas vraiment besoin de taffer des maths en semaine. Ce qui est assez fort. Et c'est pareil pour toutes les autres matières en vrai. Donc ça, c'est le manuel de thème grammatical que j'ai utilisé en allemand. Et ça, j'ai l'impression que c'est les versions espagnol et anglais. Parce que c'est la même maison d'édition. Et en vrai, vu que celui-là était vraiment très bien, je me suis dit que celui-là et celui-là devaient sûrement être très bien aussi. Après, en vrai, j'en ai aucune idée. Si c'est une langue, tu peux aussi faire ce que j'appelle une mini-saison. En gros, pendant les vacances, tu vas prendre 4 à 10 jours pour tryhard vraiment une langue. Tu peux faire à peu près 8-9 heures par jour de taf, c'est pas déconnant en prépa. Avec 2-3 heures de vocabulaire et 6-7 heures de thème grammatical. Tu fais des blocs d'1 heure et demie parce que sinon juste ton cerveau il va être cramé à la fin. Et tu essayes de faire les mêmes phrases de thème grammatical tous les jours de la mini-saison. C'est-à-dire que le lundi, tu fais, je sais pas moi, un set de... Genre, pour tel chapitre, tu fais 10 phrases. Bah, le mardi, tu refais les 10 mêmes phrases au lieu d'en faire différentes pour le même chapitre. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu vas travailler le même point de grammaire, mais on a envie de te faire gagner le plus de temps possible. Et donc ton cerveau, il va plus rapidement se rappeler du point de grammaire si c'est sur une phrase dont il a déjà vu la réponse. C'est le même mécanisme que pour les TD de maths. Au lieu de faire des exos différents, on refait les mêmes, comme ça on assimile plus vite. Ça peut marcher si tu fais pardon, des phrases différentes. Mais le truc, c'est que ça ira plus lentement. Et que t'as pas un temps illimité en prépa, donc tu as envie de gagner du temps. Et donc tu as envie de refaire les mêmes phrases. Et enfin, tu peux avoir accès à mes fiches Anki App de vocabulaire d'allemand gratuitement dans la description. Je te conseille de payer Anki App pour pas qu'il te fasse des couilles. Mais là, en vrai, bah, là, tu vois, c'est juste que ça te permet d'économiser, je sais pas combien de fois, les 1 heure et demie par semaine à peu près, pour que toi, tu aies directement des fiches à réviser. Mais c'est que de l'allemand parce que l'anglais, je l'ai pas vraiment travaillé et je faisais pas espagnol. Si c'est AGG, tes mauvaises notes, elles viennent soit d'une mauvaise méthode de rédaction, ce qui est la plupart des élèves, soit d'un manque de connaissances. Et dans les deux cas, la méthode, elle va être pareille, parce qu'en fait, le manque de connaissances, il est très simple à pallier. Tout le monde se focus dessus, à tort, mais en fait, c'est vraiment pas très dur à pallier. La première chose, c'est que tu vas apprendre à ficher ton cours. Donc, c'est de la méthode. J'ai fait une vidéo de 50 minutes pour t'expliquer dans les détails les plus précis comment moi, j'ai appris à ficher mon cours de géopo et comment j'ai fait pour passer de 8 à 17 au concours. Ensuite, tu vas apprendre la méthode de la rédaction. J'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo et je vais aussi en faire une vidéo consacrée sur la méthode de la rédaction qui sera peut-être sortie à l'heure où cette vidéo-là sort.
Et enfin, tu vas prendre 2 heures par semaine pour faire des plans de ton programme de colle. En fait, non, j'ai dit enfin, mais c'est même pas la dernière étape. Ouais, une fois par semaine, tu prends 2 heures pour faire des plans de programme de colle. Ce qui veut dire que tu sais qu'en prépa, t'as des colles, des interrogations orales. Ton prof va normalement te donner des programmes de colle avec une vingtaine de sujets possibles. Et s'il ne le fait pas, tu lui demandes tout simplement tous les sujets sur lesquels tes potes sont tombés. Ou alors tu t'émerdes pour demander sur le groupe de classe. Et comme ça, tu as plein de sujets. Et comme ça, tu peux en traiter plein. Tu les fais rapidement. Tu passes peut-être 10 minutes, je pense, par sujet. Un truc comme ça. Pas beaucoup plus. Histoire de juste faire un grand 1, grand 2, grand 3. Et je sais toujours pas écrire. Faut vraiment que j'apprenne à écrire. C'est une dinguerie. Enfin, tu vas apprendre tes auteurs et tes ouvrages. Et ça, c'est ce que tu dois faire un peu en dernier. Ça, tu le fais la veille du DS, en gros. Mais pas avant, parce qu'en vrai, même pour tes cols, on s'en fiche un petit peu. C'est pas grave, de toute façon, les notes, c'est de la merde. Enfin, en prépa, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est le concours. Enfin, si c'est culture G, ta matière faible, déjà sache que c'est pas grave du tout. Parce que c'est un peu la matière faible de tout le monde. En vrai, donc on s'en fout. Et je vais te donner un petit plan en 2 étapes. La première, c'est que tu vas apprendre la méthode de ta dissertation. Donc, j'en ai parlé dans cette vidéo précise. Dans la deuxième partie, qui doit commencer vers la moitié, un peu plus que la moitié, je pense. Je sais plus exactement ce que c'est le timecode. Tu vas ficher ton cours dans un cahier de référence. Ça, j'en ai parlé dans cette vidéo ici. Et c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, d'avoir des notes correctes en culture G au concours. J'ai eu 12 et 13. Mais en ne fichant que 1 heure par semaine. Sachant qu'en vrai, j'aurais pu prendre encore moins de temps. C'est juste que bah, j'aimais bien la littérature, donc moi ça me faisait un peu kiffer de ficher plein de références. Et en fait, étape 3, ouais, j'ai dit 2 étapes parce que étape 3 c'est pas vraiment une étape. En vrai, c'est tout. Même si t'as des mauvaises notes, t'es prêt pour le concours parce que si tu sais bien rédiger, bien disserter et que t'as quelques rêves que tu maîtrises pas trop mal dans ton cahier de référence, alors t'es prêt pour le concours. Et en vrai, là, si t'as encore des mauvaises notes après ça, c'est soit que tu l'as pas bien apprise, la méthode de la dissertation, soit que ta prof est bizarre et que bah, dans ce cas-là, tu as une chance sur deux de tomber sur un prof bizarre au concours. Et genre, faut pas que ça te prenne plus d'espace mental de te dire que ah bah ça se trouve, j'aurais une mauvaise note au concours et tout, parce que bah un, le coef est faible, et deux, bah en fait tu maîtrises pas parce que c'est le correcteur. Donc on s'en fout complètement. Moi, je connais des potes qui ont minoré. Enfin, j'ai un pote auquel je pense qui a minoré toute l'année en culture G pour taper 17 et 14 au concours. Donc, à partir de là, juste, t'en fais pas trop si t'as des mauvaises notes en litté, quoi. Si t'as plusieurs matières faibles, déjà, tu vas te démerder. Parce qu'en fait, tu vas juste réfléchir à laquelle matière est la plus urgente, laquelle est la plus rapide à fixe, et sur laquelle tu peux passer une fixette tellement énorme que les autres matières vont un peu passer à la trappe. En gros, c'est tout le temps les maths, littéralement. Si t'hésites entre les maths et autre chose, c'est les maths. Si il n'y a pas les maths et il y a une langue, bah, c'est la langue. Et s'il n'y a que AGG et culture G, c'est AGG. Petit récap, ce qu'on a vu, on a vu comment tu pouvais identifier ta matière faible avec les coefs. On a vu ce que tu dois faire dépendamment de la matière en question pour que ça devienne plus matière faible. Et enfin, on a vu ce que tu dois faire si tu as plusieurs matières faibles.